Clara, un homme est prêt à nous aider. Comment ça? Il peut payer toutes nos dettes, la banque, les intérêts, tout. En échange de quoi? Il veut t'épouser. Quoi? Mais il est trop vieux pour moi, maman. Et mes études? Ma fille, nous avons besoin de son aide, sinon nous perdrons la maison. Mais maman, je veux aller à l'université. C'est un homme respectable, riche, il peut t'offrir une vie Il confortable. a l'âge de papa. Ma fille, parfois, une femme doit sauver les siens. C'est ton destin. Et mes études? Mon rêve? Tu pourras reprendre plus tard. À 19 ans, Clara pensait sauver sa famille en acceptant un mariage. Mais quelques mois plus tard, des inspecteurs frappaient à la porte de sa villa à Abidjan. Et ce jour-là, elle comprit qu'elle avait été utilisée dans un plan beaucoup plus sombre. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez ou mettez le drapeau de votre pays en commentaire. Accepteriez-vous un mariage juste pour sauver votre famille de la pauvreté? À Yopougon, dans une petite maison aux murs fatigués mais propres, vivait Clara. Elle avait 19 ans et venait tout juste d'être admise à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Le jour où elle avait reçu son admission en architecture, elle avait couru dans la cour en criant « Maman, j'ai réussi !» Je vais devenir architecte. Sa mère l'avait serré fort contre elle. Son père, lui, avait simplement levé les yeux au ciel en murmurant « Merci Seigneur, ma fille ira loin ». Clara rêvait de construire des immeubles modernes à Abidjan. Elle rêvait de dessiner des ponts, des villas, des écoles. Elle rêvait d'indépendance. Mais les rêves, parfois, ne survivent pas aux réalités. 3 mois plus tard, la fragile stabilité de la famille se brisa sans prévenir. Le père de Clara perdit son emploi dans une société de transport au plateau. Un licenciement économique, administratif, sans explication humaine. Du jour au lendemain, le salaire disparut. Et avec lui, la sécurité qui tenait encore la maison debout. Très vite, les factures commencèrent à s'empiler sur la petite table du salon, formant une pile silencieuse mais menaçante. Électricité, eau, échéance bancaire. Un soir, Clara était dans le couloir et surprit une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Son père était assis, la tête enfouie entre ses mains tremblantes. Après un long silence, il murmura d'une voix éteinte. Ils ont appelé encore. Sa mère, qui se tenait près de la fenêtre, se retourna brusquement et demanda, déjà angoissé, qui il releva légèrement la tête, le regard vide, puis répondit avec difficulté. La banque. Si on ne paie pas d'ici 2 mois, ils saisissent la maison. Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Dans le couloir, Clara sentit son cœur se serrer douloureusement. Cette maison, c'était bien plus que des murs. C'était l'endroit où elle avait grandi, où elle avait étudié tard le soir, sous la lumière tremblante d'une ampoule fatiguée, où elle avait construit en secret ses rêves d'université et d'avenir. Après quelques secondes d'hésitation, elle prit son courage à 2 mains, avança lentement dans le salon et déclara « Papa, ça va s'arranger. Je peux chercher un petit boulot, je peux aider. » Son père secoua doucement la tête, comme s'il refusait de la laisser porter un poids qui n'était pas le sien. Puis il répondit avec une fermeté fragile « Tu dois aller à l'université. C'est ta chance. » C'est dans ce climat de peur et d'incertitude qu'un homme fit soudainement son apparition dans leur histoire, comme une solution tombée du ciel, du moins en apparence. Il s'appelait Monsieur Gabriel Quadio, un homme de 45 ans, homme d'affaires influent à Abidjan, toujours vêtu de costumes impeccablement taillés. Il était propriétaire de voitures de luxe qui ne passaient jamais inaperçues et résidait dans une somptueuse villa à la Riviera Golf. Il connaissait un oncle éloigné de la famille, ce qui rendait sa présence presque légitime. Un dimanche après-midi, il vint leur rendre visite. Clara le vit pour la première fois ce jour-là. Elle remarqua immédiatement son regard assuré, presque dominateur, et ce sourire parfaitement maîtrisé, calculé, qui ne laissait rien deviner de ses véritables intentions. Il observa longuement la maison modeste, ses murs fatigués, ses meubles simples. Puis son regard se posa sur Clara, et il resta fixé sur elle, un peu trop longtemps. Le soir même, ses parents lui demandèrent de les rejoindre dans leur chambre. Sa mère évitait soigneusement son regard. Son père, lui, semblait chercher ses mots pendant de longues secondes avant de parler, et finit par déclarer d'une voix lente et mesurée. Clara, un homme est prêt à nous aider. Comment ça? Il peut payer toutes nos dettes, la banque, les intérêts, tout. En échange de quoi? Il veut t'épouser. Quoi? Mais il est trop vieux pour moi, maman. Et mes études? Ma fille, nous avons besoin de son aide, sinon nous perdrons la maison. Mais maman, je veux aller à l'université. C'est un homme respectable, riche, il peut t'offrir une vie Il confortable. a l'âge de papa. Ma fille, parfois, une femme doit sauver les siens. C'est ton destin. Et mes études? Mon rêve? Tu pourras reprendre plus tard. Mais dans cette chambre silencieuse, chacun savait que ce plus tard ressemblait davantage à un adieu qu'à une promesse. Les jours qui suivirent cette révélation se transformèrent en un véritable enfer silencieux pour Clara, où elle avait l'impression que sa vie ne lui appartenait déjà plus. Très vite, les tantes commencèrent à défiler à la maison, chacune apportant avec elle des conseils, des sourires forcés et des paroles qui sonnaient comme des ordres déguisés. L'une d'elles, les yeux brillants d'admiration, s'exclama avec enthousiasme. « Tu es bénie! Beaucoup de filles prient pour une chance comme ça. » Une autre ajouta. Tu vas sortir ta famille de la pauvreté. Puis une troisième lança presque sèchement. Sois reconnaissante. À chaque phrase, Clara sentait un poids supplémentaire se poser sur ses épaules. Personne ne lui demanda ce qu'elle voulait vraiment. Personne ne lui demanda si elle était prête. La décision semblait déjà prise, et elle n'était plus qu'un élément dans une équation familiale. Une nuit, elle resta éveillée dans sa chambre, éclairée seulement par la faible lumière qui filtrait par la fenêtre. Assise sur son lit, elle prit lentement ses cahiers d'architecture et les ouvrit un à un, caressant du bout des doigts les croquis d'immeubles modernes et de ponts élégants qu'elle avait dessinés avec tant d'espoir. Ses rêves étaient là,
couché sur le papier, vivant mais déjà menacé. Les larmes finirent par couler en silence sur ses joues. Et dans un murmure presque inaudible, elle leva les yeux vers le plafond et souffla. « Seigneur, pourquoi moi ?» Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil, elle rejoignit ses parents dans le salon. Son regard était plus calme, presque résigné. D'une voix douce, mais vidée de toute énergie, elle prononça « J'accepte le mariage. » Dieu merci. Oh, ma fille. Elle accepta pas par amour, pas par envie, mais par sacrifice. Le jour du mariage arriva vite. La cérémonie fut célébrée dans une grande salle climatisée du Sofitel Hôtel Ivoire, décorée de fleurs blanches et dorées, où chaque détail respirait le luxe et l'opulence. Clara portait une robe blanche scintillante, qui reflétait l'image parfaite de la mariée rêvée. Les invités, élégamment vêtus, chuchotaient avec admiration. Des photographes circulaient de partout, immortalisant chaque sourire, chaque geste, chaque éclat de rire. Clara souriait pour les caméras, inclinant légèrement la tête, comme on le lui avait appris. Gabriel, en revanche, affichait une fierté éclatante. Il rayonnait, savourait les regards envieux posés sur lui. Autour d'eux, on applaudissait, on célébrait, on murmurait que Clara avait de la chance, qu'elle entrait dans une vie de privilèges et d'abondance. Ses parents, assis parmi les invités, laissaient de couler des larmes de soulagement. La maison était sauvée, les dettes seraient effacées. Leur fille avait réussi, mais au fond d'elle-même, Clara avait déjà l'impression de s'être éloignée de celle qu'elle était. Quelques jours après la cérémonie, ils partirent à Assini pour leur lune de miel, dans une somptueuse villa en bord de mer, dotée d'une piscine privée et d'un confort qui semblait irréel. Tout respirait le luxe absolu. Pourtant, dès le premier soir, quelque chose changea. Alors qu'ils étaient seuls dans la chambre, Gabriel la regarda longuement avant de déclarer d'un ton grave « Maintenant, tu es ma femme ». Sa voix n'avait plus la douceur affichée devant les invités. Elle était plus froide, plus possessive. Sans attendre, il tendit la main vers le téléphone de Clara, le prit, et d'un ton qui ne laissait pas place à la discussion, il ordonna « Donne-moi ton mot de passe. Pourquoi? Dans un mariage, il n'y a pas de secret. Allez Clara, le mot de passe. Je ne peux pas. » Déstabilisée, Clara finit par obéir. Le lendemain, alors qu'il prenait le petit déjeuner face à la mer, Gabriel posa sa tasse avant de lui annoncer « Je ne veux pas que tu fréquentes encore tes amis de l'université. Mais je n'ai même pas commencé les cours. » Justement, tu n'en as plus besoin, je peux tout offrir. À cet instant précis, Clara sentit qu'un équilibre invisible venait de se rompre. Les jours suivants, son attitude devint plus suspicieuse, plus intrusive. Sans raison apparente, il multipliait les questions, la surveillait du regard, analysait chacun de ses gestes. Par moments, il demandait brusquement « Avec qui tu parlais au téléphone ?» Quelques minutes plus tard, il lançait d'un ton accusateur « Pourquoi tu souris en regardant ton téléphone ?» Et parfois, avec une jalousie mal dissimulée, il ajoutait « Tu crois que je ne vois pas comment les hommes te regardent ?» Un après-midi, sans même la consulter, il prit son téléphone et installa une application de localisation. Puis, tentant de justifier son geste, il déclara « C'est pour ta sécurité, Abidjan n'est pas sûr ». Clara resta silencieuse, mais au fond d'elle, elle comprit une vérité troublante. Ce n'était pas de la protection, c'était du contrôle. Un soir, alors que la villa était plongée dans un calme presque irréel, Clara se retrouva seule dans la grande chambre décorée avec goût. Elle s'arrêta devant le vaste miroir accroché au mur. Tout semblait parfait, et pourtant, en fixant son propre reflet, Clara eut l'étrange sensation de regarder une inconnue. Elle ne reconnaissait plus la jeune fille de Yopougon. Cette fille-là avait des rêves plein les yeux. Celle qui se tenait aujourd'hui devant le miroir avait le regard plus lourd, plus éteint. Après un long moment de silence, elle baissa légèrement les yeux. Puis, relevant doucement la tête vers son reflet, elle murmura d'une voix tremblante. « Est-ce que j'ai vendu ma liberté pour sauver une maison ?» Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une confession qu'elle n'osait formuler à haute voix. Mais dans son cœur, une tempête venait de commencer à se lever, silencieuse et profonde, prête à tout bouleverser. Après la lune de miel, Clara s'installa définitivement dans la grande villa de Riviera-Golf, à Abidjan. Un lieu où tout respirait la richesse et la perfection apparente, mais où elle se sentit rapidement plus étrangère que jamais. La maison était immense, décorée avec goût, remplie de meubles importés, de tableaux coûteux et de lustres étincelants. Les domestiques circulaient en silence, exécutant chaque tâche avec précision. Clara n'avait plus à cuisiner, ni à nettoyer, ni même à faire les courses. Tout était pris en charge. Elle avait tout. Et pourtant, elle n'avait plus rien. Les journées étaient longues. Gabriel partait tôt le matin, impeccable dans ses costumes sur mesure, et rentrait tard le soir, souvent absorbé par des appels professionnels qu'il prenait dans son bureau privé, porte fermée. Au début, Clara pensait simplement qu'il était très occupé. Mais peu à peu, elle comprit que son isolement n'était pas un hasard. Il ne l'invitait jamais aux événements officiels. Il ne la présentait pas à ses partenaires d'affaires. Il évitait soigneusement les photos publiques avec elle. Un soir, alors qu'il dînait, face à face, dans la grande salle à manger presque silencieuse, elle prit son courage à deux mains et, d'une voix calme mais déterminée, elle demanda « Pourquoi je ne t'accompagne jamais à tes soirées ?» Ce n'est pas le moment d'en parler. Ce sont des événements professionnels, tu t'ennuierais. Je suis ta femme, non? Justement, je préfère protéger notre vie privée. Mais Clara sentit qu'il y avait autre chose. La vérité lui apparut quelques semaines plus tard, presque par accident. Un après-midi, alors qu'elle consultait les réseaux sociaux, elle tomba sur une photo publiée lors d'un gala caritatif au plateau. Sur l'image, Gabriel posait aux côtés d'une femme élégante d'une quarantaine d'années, souriante, parfaitement à l'aise sous les projecteurs. La légende disait « Monsieur et Madame Quadio,
au dîner annuel de la fondation. Le sang de Clara se glaça. Le soir même, lorsqu'il rentra, elle l'attendait dans le salon, la voix légèrement tremblante, mais le regard déterminé. Elle lui montra la photo et déclara « Qui est cette femme ?» Gabriel soupira, visiblement agacé d'avoir à expliquer ce qu'il considérait comme évident, puis répondit avec détachement « C'est mon épouse officielle ». Le monde sembla vaciller. Clara resta silencieuse quelques secondes avant de demander, presque dans un souffle « Ton épouse officielle ?» Il haussa légèrement les épaules avant d'ajouter « Notre mariage est religieux. Discret. Certaines choses sont plus simples ainsi. » À cet instant, Clara comprit qu'elle n'était pas une femme aimée, ni même une compagne assumée. Elle était une présence cachée, une seconde épouse maintenue à l'écart pour préserver une image publique soigneusement construite. La villa, soudain, lui parut moins grande, moins lumineuse, plus étouffante. Serre dans un silence tendu. Clara passait désormais beaucoup de temps seule. Un après-midi, cherchant à s'occuper l'esprit, elle décida de ranger le bureau de Gabriel, une pièce qu'il gardait habituellement fermée à clé, mais qu'il avait laissée ouverte par distraction. En classant des papiers éparpillés, elle tomba sur un dossier oublié dans un tiroir mal refermé. Par curiosité, ou peut-être par instinct, elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle découvrit des contrats au montant vertigineux, signés au nom de sociétés dont elle n'avait jamais entendu parler, des transferts bancaires vers des comptes étrangers, des documents officiels portant des tampons administratifs, des noms d'entreprises qui semblaient exister uniquement sur le papier. Plus troublant encore, plusieurs signatures apparaissaient au bas des pages. Son nom. Clara relut attentivement. Elle ne reconnaissait ni l'écriture, ni les dates, ni les montants engagés. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle ne comprenait pas tout, mais une chose était certaine, quelque chose n'était pas normal. Elle referma précipitamment le dossier en entendant une voiture entrer dans la cour. Quelques semaines plus tard, en l'absence de Gabriel, la sonnette retentit en pleine matinée. Clara ouvrit la porte et découvrit deux hommes en costume sombre, au visage sérieux. L'un d'eux présenta une carte professionnelle et annonça d'un ton formel « Madame Quadio ? Nous sommes inspecteurs financiers. Nous aimerions vous poser quelques questions. » Surprise, elle répondit prudemment. « Mon mari n'est pas à la maison. » L'homme hocha la tête avant de poursuivre. « Justement, cela concerne certaines sociétés enregistrées à votre nom. » Clara sentit un frisson parcourir son dos et les firent entrer au salon. Ils sortirent des copies de documents et les posèrent sur la table du salon. L'un des inspecteurs pointa du doigt une signature et demanda calmement « Reconnaissez-vous cette signature ?» Elle s'approcha, observa attentivement, puis répondit avec sincérité « C'est mon nom, mais ce n'est pas moi qui ai signé. » Les deux hommes échangèrent un regard lourd de sous-entendu. Le second inspecteur ajouta d'un ton plus grave « Ces documents concernent des transferts importants de fonds et des contrats susceptibles de relever d'opérations frauduleuses. » Le mot tomba comme une bombe. Frauduleuse. Clara sentit ses jambes faiblir. D'une voix presque tremblante, elle demanda « Qu'est-ce que cela signifie ?» L'inspecteur la regarda droit dans les yeux avant de répondre « Cela signifie, madame, que légalement, vous êtes responsable de ces sociétés. » À cet instant précis, la vérité s'imposa à elle avec une brutalité glaçante. Gabriel ne l'avait pas épousée par amour, ni même seulement pour sauver sa famille. Il avait utilisé son identité, son innocence, sa naïveté. Elle n'était pas simplement une épouse cachée, elle était un bouclier légal, un nom propre, un visage propre, un casier judiciaire vierge. Si tout s'effondrait, c'est elle qui tomberait la première. Dans la grande villa luxueuse de Riviera, Clara comprit enfin qu'elle ne vivait pas dans un palais. Elle vivait dans une prison dorée. Après la visite des inspecteurs financiers, le silence dans la villa ne fut plus jamais le même. Clara n'arrivait plus à regarder les murs sans imaginer qu'ils cachèrent des secrets. Chaque document signé à son nom résonnait dans son esprit comme une bombe à retardement. Elle comprenait désormais que le luxe dans lequel elle vivait avait un prix, et que ce prix pouvait être sa liberté. Ce soir-là, elle décida d'attendre Gabriel dans le salon. Lorsqu'il rentra, il sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Clara ne baissa pas les yeux. Elle ne tremblait plus. D'une voix ferme, maîtrisée, elle lança. « Des inspecteurs sont venus aujourd'hui. Ils m'ont montré des documents, des sociétés à mon nom, des signatures que je n'ai jamais... » Un silence tendu s'installa. Puis, contre toute attente, Gabriel ne nia pas. Il s'assit tranquillement, croisa les jambes et, d'un ton glacial, répondit « Si quelque chose arrive, tu diras que tu as signé sans comprendre. Personne ne mettra un homme comme moi en prison. » Donc tu m'as utilisé ? Tu exagères. J'ai protégé ta famille, j'ai sauvé leur maison. À cet instant précis, tout devint clair. Il l'avait épousée pour deux raisons. Redorer son image en affichant une seconde union discrète et respectable, et utiliser son nom, jeune, propre, sans histoire, pour protéger ses biens et masquer des opérations douteuses. Elle n'avait jamais été un choix de cœur. Elle avait été une stratégie. Comme si le piège n'était pas suffisant, la vie ajouta une nouvelle dimension à son enfermement. Quelques semaines plus tard, après des malaises répétés et une fatigue inhabituelle, Clara consulta un médecin. Le verdict fut simple, elle était enceinte. En rentrant à la villa, elle resta longtemps assise sur le lit, la main posée sur son ventre, partagée entre la peur et un instinct protecteur qu'elle ne comprenait pas encore. Le soir, elle annonça la nouvelle à Gabriel. Il la regarda, d'abord surpris, puis un sourire lent s'étira sur son visage. Il s'approcha d'elle et déclara d'une voix lourde de sous-entendu « Maintenant, tu ne partiras plus. » Ce n'était pas une phrase d'amour, c'était une déclaration de possession. La grossesse devenait une arme psychologique, un lien supplémentaire, une chaîne invisible. Mais Gabriel commit une erreur. Convaincu que Clara était trop naïve, trop effrayée, trop dépendante pour agir, il commença à relâcher sa vigilance. Un après-midi,
Pendant qu'il discutait avec son avocat dans son bureau privé, Clara était debout derrière la porte du bureau et écoutait leur conversation. Les mots s'enchaînaient: audit, perquisition, gel préventif, coopération internationale, mandat potentiel. À un moment, l'avocat déclara d'un ton préoccupé: l'enquête avance plus vite que prévu. Les autorités rassemblent des preuves solides. Gabriel répondit avec agacement: ils n'ont rien contre moi directement. L'avocat insista: si votre épouse parle, cela pourrait changer la donne. Clara sentit son cœur battre plus fort. Gabriel balaya l'idée d'un geste méprisant: elle ne parlera pas. Ce fut la phrase de trop. Ce jour-là, Clara comprit qu'elle n'était pas condamnée à subir. Elle avait une preuve: son innocence. Elle avait une vérité. Elle n'avait jamais signé ces documents. Elle avait un choix. Quelques jours plus tard, sans prévenir Gabriel, elle contacta discrètement les inspecteurs financiers. Dans un bureau sobre du plateau, elle s'assit face à eux, le ventre encore discret, mais déjà symbole de sa responsabilité nouvelle. D'une voix claire, elle déclara: je veux coopérer. Les inspecteurs l'écoutèrent longuement. Elle expliqua tout: le mariage, les signatures falsifiées, les sociétés fictives, les réunions entendues. Elle précisa avec fermeté: je suis victime d'abus financiers et d'usurpation d'identité. Une enquête plus approfondie fut lancée. Les mois suivants furent lourds d'attentes et de tensions. Gabriel devint plus nerveux, plus distant, parfois même agressif. Il sentait que quelque chose lui échappait. Puis un matin, tout bascula. Des véhicules officiels s'arrêtèrent devant la villa de Riviera-Golf. Des agents descendirent. Cette fois, ce n'était pas une simple visite, c'était une arrestation. Gabriel tenta de garder son calme, mais son regard trahissait la panique. Un agent déclara formellement: Monsieur Gabriel Quadio, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et blanchiment de capitaux. Ses comptes furent gelés, ses sociétés mises sous scellé, et la villa fut saisie par l'État. Dans le quartier, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les murmures remplacèrent l'admiration. Ceux qui saluaient autrefois son succès parlaient désormais de scandale. À Yopougon, la famille de Clara comprit trop tard qu'ils avaient livré leur fille à un homme dangereux. Sa mère pleura en répétant: on pensait la sauver. Mais le mal était fait. Quelques mois plus tard, Clara quitta la grande villa désormais vide. Grâce à sa coopération et à son statut de victime reconnue, elle bénéficia d'un programme d'aide aux femmes victimes d'abus financiers et conjugaux. Elle retourna à l'université. Le premier jour, en marchant sur le campus, elle leva les yeux vers les bâtiments qu'elle admirait autrefois. Cette fois, elle ne marchait plus pour sauver sa famille. Elle ne marchait plus pour préserver l'image d'un homme puissant. Elle marchait pour elle. Elle avait été sacrifiée, manipulée, utilisée. Mais elle avait refusé de rester une victime. Et pour la première fois depuis longtemps, Clara comprit une vérité essentielle. Elle ne sauvait plus les autres. Elle se sauvait elle-même. Maintenant, dites-moi la vérité. Si vous étiez Clara, auriez-vous dénoncé Gabriel ou seriez-vous resté silencieux pour continuer à vivre dans la richesse? Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous nous suivez.